Voilà, alors le second chapitre de ce cours, qui sera assez bref, concerne les probabilités conditionnelles. Donc là encore, ce sont des révisions normalement pour vous. On va commencer par un exemple. On jette donc 2 dés équilibrés simultanément. Mais selon la manière dont c'est jeté, on a une information, c'est que l'un des 2 dés a tenu un 2 et on voudrait savoir quelle est la probabilité que la somme fasse 6. Donc c'est un exemple de probabilité conditionnelle que l'on peut traiter pour commencer sans utiliser la formule que vous voyez par la suite, là, qui est la formule des probabilités conditionnelles, simplement en raisonnant ici sur l'univers, sur l'ensemble des résultats possibles. Si on jette 2 dés, quel est l'ensemble des résultats possibles? On sait qu'il y en a 36. On a 6 résultats possibles pour le premier dé, 6 résultats possibles pour le second, donc ça fait 36 possibilités. Et chacun des couples de résultats, par exemple 1, 3 ou 2, 5 ou 6, 4, sont équiprobables. Donc on a une chance sur 36 d'obtenir chacun des résultats. Non, juste dans l'expérience, on jette 2 dés équilibrés. Mais ici, on a une information, c'est que l'un des dés a fait un 2. Donc sur l'ensemble des 36 résultats possibles, on en considère en fait que certains, tous ceux qui contiennent un 2 dans la série. Et il y en a combien? Il y en a, non pas 12, mais 11. On peut avoir un 2 comme premier résultat, puis ensuite n'importe quel autre chiffre, donc ça fait 6 possibilités. Ou bien un 2 en deuxième résultat, ce qui fait 6 possibilités aussi, mais il y en a une qu'on ne va pas compter 2 fois, c'est d'avoir obtenu 2 fois un 2, un double 2. Donc il y a 11 résultats ici qui correspondent à l'hypothèse l'un des dés a fait un 2, et la somme fait 6. Parmi ces résultats-là, il n'y a que 2 possibilités, qui sont avoir fait 2 et 4, ou bien 4 et 2. Donc on a finalement une probabilité qui vaut 2 sur 11. C'est un exemple pour lequel on n'a pas besoin de résultats très savants pour le traiter, mais on va aussi le retrouver par cette formule des probabilités conditionnelles. Donc par définition, la probabilité de B sachant A, qui peut aussi se noter B indice grand A, probabilité pardon, P indice grand A de B, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Donc si on essaie d'appliquer cette formule avec pour événement A, l'un des dés a fait un 2, et pour événement B, la somme des 2 résultats fait 6, l'événement A a quelle probabilité? On a déjà fait ce calcul en fait dans le raisonnement tout à l'heure. L'événement A, il y a 11 résultats qui correspondent à l'un des dés a fait un 2, sur 36 résultats en tout, donc on a une probabilité de A qui vaut 11 sur 36. A inter B correspond à 2 résultats, encore comme on l'a vu au-dessus, c'est les résultats, il faut qu'il y ait un 2, il faut que la somme fasse 6, donc 2, 4 ou 4, 2. A inter B a du coup une probabilité de 2 sur 36, et la probabilité conditionnelle, 2 sur 36 divisé par 11 sur 36, ça fait 2 sur 11. Donc on retrouve le même résultat, mais évidemment cette formule peut s'appliquer dans des situations où le raisonnement direct serait un peu plus compliqué. Alors un deuxième exemple dans lequel on va appliquer la formule, c'est celui-ci, donc je le lis. En juillet 2015, les résultats du DUT sont tombés, 26 alternants étaient présents, 24 ont eu le DUT. Sur les S3 non alternants, 72 étudiants, 67 ont eu leur DUT. Dans ce texte, on va essayer de découvrir, on va essayer d'identifier déjà les 4 probabilités conditionnelles qui sont évoquées. Donc la probabilité d'avoir le DUT, sachant qu'on est alternant, celle-là, on la lit dans l'énoncé. Elle est écrite dans l'énoncé. On a 26 alternants, et donc si on est alternant, on a 24 chances sur 26 d'obtenir le DUT. On pourrait simplifier la formule, je ne fais pas pour l'instant. La probabilité d'obtenir le DUT si l'on n'est pas alternant, même chose. On la lit dans l'énoncé. On a 72 étudiants qui n'étaient pas alternants. Parmi ceux-ci, 67 ont eu leur DUT. Et on voudrait connaître la probabilité d'être alternant si on a le DUT. Donc là, c'est un problème un peu différent. Je croise un étudiant dans les couloirs, je lui demande s'il a eu son DUT, il me répond oui, et j'essaie à partir de là de deviner s'il était dans le groupe d'alternants ou s'il était dans le groupe des non-alternants. Alors pour faire ce calcul,
probabilité d'être alternant si on a le DUT. On peut là encore faire un raisonnement assez élémentaire. Compter les étudiants qui ont eu leur DUT, 24 alternants plus 67 non alternants étudiants ont eu leur DUT. Parmi ceux-ci, combien il y avait d'alternants? Ils étaient 24. Et on a la probabilité d'être alternant, sachant qu'on a le DUT. On peut calculer de la même manière la probabilité de ne pas être alternant, sachant qu'on a le DUT. On prend l'autre chiffre, 67 sur 24 plus 67. Voilà, donc ces formules-là, dans des cas comme ça assez élémentaires, peuvent, et il ne faut pas hésiter à les retrouver simplement par des raisonnements élémentaires. On peut aussi utiliser en fait la formule qu'on a vue juste au-dessus, en inversant. Parce que dans ces nombres-là, la probabilité d'être alternant, sachant qu'on a le DUT, par définition, c'est la probabilité d'être alternant et d'avoir le DUT divisé par la probabilité d'avoir le DUT. Mais ce nombre-là, on l'a retrouvé aussi dans cette formule. La probabilité d'avoir le DUT sachant qu'on est alternant, c'est la probabilité d'être alternant et d'avoir le DUT divisé par la probabilité d'être alternant cette fois. Donc finalement, en combinant ces deux formules, en remplaçant ce nombre-là grâce à cette formule par la probabilité d'avoir le DUT sachant qu'on est alternant fois la probabilité d'être alternant, ça nous donne une formule qui est la probabilité d'être alternant sachant qu'on a le DUT, c'est la probabilité d'avoir le DUT sachant qu'on est alternant fois la probabilité d'être alternant sur la probabilité d'avoir le DUT. Donc il y a une manière comme ça d'inverser en quelque sorte les probabilités conditionnelles qui est résumée par la dernière formule de votre page. Je vais passer à la suite. Je vais faire un tableau au passage. Donc, la formule des probabilités totales, c'est une formule qui paraît un petit peu barbare présentée comme ça, mais qui en fait est quelque chose que vous avez déjà manipulé parce qu'elle correspond à ce qu'on fait quand on calcule les probabilités à partir d'un arbre. Donc là, il s'agit de dire qu'on a plusieurs événements incompatibles. Donc, c'est pas possible que A1 et A2 ou A1 et A5 se réalisent simultanément. Et par contre, l'un d'entre eux se réalise et ensuite on étudie la probabilité qu'un deuxième événement B se réalise. Donc ce schéma-là, c'est exactement ce qu'on représente par un arbre. Première possibilité, enfin premier niveau de l'arbre, on commence par avoir n branches qui mènent vers l'événement A1, l'événement A2, l'événement A3 jusqu'à l'événement AN. Et de chacune de ces branches, on refait partir deux branches, l'une qui mène vers B et l'autre qui mène vers non B. La probabilité de l'événement B peut se calculer en faisant le produit des probabilités inscrites sur chaque branche et ensuite la somme du total. Donc, je vais faire un schéma pour résumer ça. Vous avez l'événement A1, A2, A3. Je ne fais pas n branches, j'en fais que 3, mais ça suffira largement pour expliquer la situation. Et puis à chaque fois, on étudie l'événement B ou non B. Voilà. Donc, cette situation, vous l'avez déjà croisée. La probabilité de l'événement B, ça va être la somme des probabilités correspondant à chacun des chemins qui mènent vers B. Et la probabilité d'un chemin donné, c'est ce qu'on écrirait ici, probabilité de A1 ou probabilité de A2
ou probabilité 2A3. Et puis ici, je veux la probabilité d'avoir l'événement B qui se réalise, mais je sais que l'événement A1 s'est réalisé. C'est P de B sachant A1, je ne complète pas les autres branches, P de B sachant A2, P de B sachant A3. Donc la probabilité de B, c'est ça plus ça plus ça, donc on retrouve la somme des 3 produits ou des n produits de ma formule. Dans le cas particulier de 2 événements, la même formule se simplifie comme ceci. Alors pourquoi j'ai donné cette formule des probabilités totales? Parce qu'elle va être utilisée dans ce qu'on appelle la formule de Bayes qui est là, qui permet de calculer la probabilité de AK sachant B en fonction des probabilités de AK et des probabilités de B sachant AK. En fait, cette formule-là, P de A sachant B égale P de A fois P de B sachant A sur P de B, c'est la formule qui avait fermé le transparent précédent. Simplement, le P de B, je remontre ça rapidement, qui apparaissait ici, P de A et B sont inversés, c'est calculé par la formule des probabilités totales. Alors, donc cette formule ne doit pas vous faire peur, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve et qu'on peut manipuler grâce aux arbres. Un exemple qui est assez parlant d'utilisation des probabilités conditionnelles, c'est l'exercice qui suit. On étudie une maladie rare qui touche une personne sur 10 000. On dispose d'un test qui détecte 99% des personnes infectées et 0,5% de faux positifs. Qu'est-ce que c'est qu'un faux positif? C'est un test qui va être positif alors que la personne n'a pas la maladie, n'est pas infectée par cette maladie. Quelle est la probabilité qu'une personne dont le test est positif soit effectivement malade? L'exercice est assez intéressant parce que les chiffres qui sont là, on a envie de dire, c'est des bonnes valeurs. Le test ne se trompe pas trop souvent, le test se trompe pas trop souvent. Il y a deux manières de se tromper pour le test, dire qu'une personne malade n'est pas malade, ou dire qu'une personne pas malade est malade. Et dans les deux cas, on a l'impression que les valeurs sont intéressantes, sont assez faibles. Mais on va voir que la probabilité qu'une personne dont le test est positif soit effectivement malade, en fait, est très élevée, donc le test est directement jeté à la poubelle. Dans cet exercice, et comme tout à l'heure, il est important de bien identifier les probabilités dont on parle. Ici, on a des événements qui peuvent être malades, pas malades, je note ça M et M bar, test positif, test négatif. Certaines valeurs, on les lit directement dans l'énoncé. Quelle est la probabilité d'être malade? La maladie touche une personne sur 10 000, c'est 1 sur 10 000. Quelle est la probabilité de ne pas être malade? C'est 1 moins 1 sur 10 000, 9 999 sur 10 000. Quelle est ensuite l'autre valeur qu'on lit dans le test? Le 99%. 99% des personnes infectées sont détectées. Donc ici, c'est la probabilité d'avoir un test positif, sachant qu'on est malade, qui vaut 99%. Et inversement, la probabilité d'être non détecté, d'avoir un test négatif, sachant qu'on est malade, serait de 1%. Et de moins sachant M, c'est 1%. De la même manière, les faux positifs, c'est des personnes qui ne sont pas malades, on le sait qu'elles ne sont pas malades, on fait le test et il est négatif, ça arrive dans 0,5% des cas, et donc la probabilité d'être détecté, plus, voilà, et la probabilité d'avoir un test négatif quand on n'est pas malade, ce qui pourrait être la situation normale, donc ça arrive dans 99,5% des cas. Voilà, donc là, pour l'instant, on a lu l'énoncé, on a traduit l'énoncé en termes de probabilité.
Maintenant, il faut traduire la question, enfin, on a traduit les hypothèses, et maintenant on traduit la question. Une personne dont le test est positif soit malade. Donc là, on sait que la personne est positive. Sachant que la personne est positive, quelle est sa probabilité d'être malade? C'est ça qu'on cherche. Et comment on va calculer ça? On va appliquer directement la formule précédente. P de M sachant plus, c'est P de M fois P de plus sachant M sur P de plus. C'est l'application directe de la formule précédente. Et par ailleurs, P de plus, comment on peut le calculer? Par la formule des probabilités totales. P de plus, c'est P de plus sachant M fois P de M, plus P de plus sachant M bar, fois P de M bar. Donc voilà la formule. Alors là, vous pouvez bien sûr prendre une calculatrice et faire un calcul exact. Et je vous laisserai le faire. Et par contre, ce que je vais juste expliquer ici, faire au tableau, c'est un calcul d'ordre de grandeur. Pour obtenir à la fin un résultat, on va le voir, qui paraîtra un peu bizarre par rapport à l'objectif de ce test. P de M, c'est combien? P de M, c'est la probabilité d'être malade. C'est très faible. 1 sur 10 000. P de plus sachant M, par contre, c'est quasiment certain. Donc ici, on a à peu près 100% de 1 sur 10 000. Ici, par contre, P de M bar, quasiment personne n'est malade, c'est à peu près 1. P de plus sachant M bar, c'est 0,5%. Donc on a ici 1 sur 10 000, et là on a 0,5%. Entre les deux, ce terme-là est négligeable. Au numérateur, on a P de M, je vous refais le calcul, ça apparaissait déjà en bas. P de M, c'est 1 sur 10 000. P de plus sachant M, c'est 99%. Donc, on a 1 sur 10 000 fois 99%. Si on regarde ce quotient, je suis en train de m'embrouiller. On va obtenir, je multiplie tout par 10 000 en haut et en bas, 1 en haut et en bas, 0,5% fois 10 000, ça fait 5% fois 1000, donc au final ça fait 50. Donc on a une probabilité de 1 sur 50, autrement dit 2 sur 100, 2%. Vous avez un test qui paraît au départ formidable, et en fait, si on fait passer le test à tout un ensemble de toute la population, par exemple, il va donner des résultats faux dans 98% des cas. Il va donner un résultat positif pour plein de gens, dont seulement 2% à peu près seront malades. Pas la valeur exacte, je trouve que la valeur exacte c'est 1,98 de mémoire. Elle peut se calculer par la formule. Voilà. Donc ce genre d'exercice, vous le retrouverez souvent. L'important, c'est de vraiment bien identifier dans l'énoncé les valeurs qui sont données, celles qu'on calcule directement, celles qu'on vous demande de déterminer dans l'exercice. Dernière partie de ce cours, la notion d'événement indépendant. Donc on en a déjà parlé, vous savez intuitivement de quoi il s'agit. Je donne une définition plus rigoureuse. Des événements sont indépendants si la probabilité de l'un sachant l'autre est égale à la probabilité de l'événement. P de A sachant B égale P de A. Donc en quelque sorte, B n'influe pas sur la probabilité que A se réalise. C'est ça l'indépendance. Le fait que A se réalise ou non est indépendant de la présence de l'événement B, de la connaissance du fait que l'événement B se soit réalisé. Donc c'est symétrique, qu'on prenne cette définition ou celle-là, qu'on mette en avant plutôt A ou plutôt B, on obtient la même chose. Et si on regarde la formule qui était ici, sur la page précédente, A et B sont indépendants si P de B sachant A c'est P de B,
P de B en haut, P de B en bas, ça simplifie. Donc c'est P de A sachant B, c'est P de A. On voit bien que les deux notions sont symétriques. Et si on regarde cette formule-là, P de B sachant A, donc on a dit que si A et B sont indépendants, c'est P de B. Donc P de A inter B, dans ce cas, c'est P de A fois P de B, qui est la formule, notre définition de l'indépendance qu'on retrouve là. Attention au vocabulaire, les événements sont incompatibles s'ils ne peuvent pas se réaliser tous les deux. Les événements sont indépendants si la réalisation de l'un et de l'autre sont indépendantes. C'est l'un ou l'autre, c'est rarement la même chose. Il n'y a que, pour avoir des événements à la fois incompatibles et indépendants, la seule possibilité, c'est que l'un des deux événements soit impossible. Donc ce n'est pas une situation très intéressante. J'insiste sur des formules qui étaient dans le cours de la séance dernière, donc le cours précédent. Pour des événements incompatibles, ce qu'on peut dire, c'est que la probabilité de leur réunion, P de A union B, c'est la somme des probabilités. Pour des événements indépendants, ce qu'on peut dire, c'est que la probabilité de leur intersection, P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Donc il y a deux formules à ne pas mélanger, et vous n'avez pas à hésiter parce que les formules ne s'appliquent pas, ne peuvent jamais s'appliquer toutes les deux à un couple d'événements, ou très rarement s'appliquer à un couple d'événements A et B donnés. Voilà, donc je vous laisse maintenant répondre au QCM sur Chamilo, et puis vous pourrez poser des questions en début de séance en TD prochain.